les mails ou courriels. Tout comme les clés USB, la messagerie est un élément critique, d'autant plus qu'à l'inverse des dites clés, elle est devenue un mode de communication incontournable. Quelques entreprises ou établissements publics interdisent la réception de pièces jointes. Mais certains formats de fichiers, comme le PDF, sont si utilisés à travers le monde qu'une telle initiative est difficile à prendre au nom d'un risque qui reste potentiel, surtout si l'on prend quelques précautions moins radicales. Il est d'abord important que les utilisateurs réservent l'usage de la messagerie électronique à des fins strictement professionnelles, afin de la préserver des spams et attaques dites par phishing que nous aborderons un peu plus loin, ou ransomware que nous traitons au cours consacré au virus. Recevoir une pièce jointe. Lorsque l'on reçoit un mail contenant une pièce jointe, il ne faut pas l'ouvrir sur le champ. Quelques questionnements et précautions s'imposent. Il faut s'interroger sur l'identité de l'expéditeur du mail. Il faut aussi examiner la cohérence du mail. La syntaxe et l'orthographe sont-elles respectées ou le message est-il plein de fautes? Le graphisme ne laisse-t-il pas penser à une piètre imitation d'un service légitime? Ne s'agit-il pas de phishing, donc d'une usurpation d'identité? Il convient de scanner le fichier avec un antivirus. En cas de doute, il faut utiliser une machine déconnectée du réseau d'entreprise, avec bien entendu un antivirus à jour. Les utilisateurs les plus avancés effectuent généralement cette démarche par une machine virtuelle, comme nous l'avons fait pour notre démonstration du virus Petya. Mais dans ce cas, cette machine virtuelle doit être paramétrée pour être isolée de la machine hôte, a fortiori du réseau à laquelle cette hôte est connectée. Les fichiers dont l'extension se termine par zip, exe, XLS, doc et dans une moindre mesure PDF sont susceptibles de contenir un virus. C'est particulièrement vrai des fichiers exécutables, .exe, et des archives compressées, .zip. Mais cela peut également être le cas d'un document texte, .doc ou .docx, d'un tableur, .xls ou .xlsx, ou tout autre document susceptible de contenir un script permettant de déclencher une action malveillante. C'est notamment le cas des fichiers générés par les suites bureautiques, mais cela peut aussi s'appliquer à des applications. Envoyer une pièce jointe. Le protocole d'envoi des emails n'a pas été conçu nativement pour garantir la confidentialité. Avant l'envoi d'une pièce jointe, la méthode la plus simple pour qu'elle ne puisse être ouverte que par son véritable destinataire est d'utiliser un logiciel de création d'archives compressées comme WinZip ou WinRAR. Ces applications sont payantes, mais d'autres, comme 7zip, sont gratuites et permettent un chiffrement aussi efficace qu'une application dédiée à cette tâche. Là aussi, il vous faudra mémoriser le mot de passe ou le conserver en lieu sûr, par exemple dans un trousseau dédié, comme nous le voyons au titre de cette formation consacrée au mot de passe. Le mot de passe pourra être envoyé au destinataire par SMS ou lu par téléphone. Ce sera également l'occasion de lui préciser que ce fichier zip n'est pas infesté d'un virus et que vous en êtes bien l'expéditeur. Les mails sans pièce jointe. Le spoofing ou usurpation d'identité. Le spoofing est en lui-même la justification de la signature par certificat électronique que nous traitons au titre suivant. Nous y assimilons un simple courriel à une carte postale par opposition à la lettre recommandée. Voici l'exemple d'un mail que nous avons reçu à l'IDP sur l'adresse générique de l'entreprise. Apparemment, ce mail a été envoyé par son destinataire. Comment est-ce possible? Le pirate, ou plutôt l'escroc, qui en l'espèce se livre à de l'extorsion de fonds, a simplement créé son propre serveur de mail, ce qui lui permet d'afficher l'expéditeur de son choix. En se faisant passer pour le destinataire, il entend prouver qu'il a piraté son serveur de mail, ce qui dans l'absolu n'est pas impossible. Ici, il dit avoir utilisé un trojan ou cheval de Troie et affirme détenir nos contacts, nos comptes, les mails envoyés ou reçus depuis 6 mois, bref, l'ensemble de notre activité sur Internet et même davantage,
puisqu'il se targue d'avoir actionné la webcam à distance, ce qui est techniquement possible. Cela lui aurait permis d'enregistrer des images salaces qu'il diffuserait à tous nos contacts si nous ne lui envoyons pas sous 45 heures 577 $ en bitcoins sur le compte qu'il mentionne. L'incrédulité peut être aussi efficace qu'un ransomware, a fortiori si le discours de l'escroc n'est pas dénué de crédibilité. La victime, prise de panique, est alors tentée de payer la rançon. Sauf que si votre adresse mail a bien été piratée ou hackée, il est fort improbable que vous puissiez encore accéder à votre boîte mail car le mot de passe aurait été changé. Si ce message est envoyé à 10 millions d'adresses dans le monde et que seuls 0,1% des destinataires payent une rançon d'environ 500 €, le gain pour l'escroc serait de 10 000 € et son risque quasi nul. Cela illustre le fait que la délinquance numérique est en pleine expansion, même lorsqu'elle est basée sur l'incrédulité et le bluff. La signature et le chiffrement par certificat. Schématiquement, quand vous envoyez un mail, il faut que personne ne puisse l'intercepter et accéder à son contenu, et que son destinataire soit assuré que c'est bien vous qui l'avez envoyé.